Cosa Vostra. Le fonctionnement d'une startup qui tâtonne, la ténacité qu'il faut pour et surtout l'écoute de l'utilisateur final. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait beaucoup. D'une certaine manière, c'est assez facile quand on a un média, parce que c'est facile de sonder une communauté de lecteurs. Mais c'est quelque chose qui a été vraiment essentiel et sur lequel je pense qu'on a été assez fort. C'est d'être capable d'écouter le besoin du lectorat pour continuer à nourrir, à faire évoluer la news, à faire évoluer les contenus, à savoir vraiment ce dont ils avaient besoin. Ça, c'est le point clé et qu'on applique au quotidien chez Eloquence, c'est la connaissance de l'utilisateur final, sa compréhension. Donc, à tel point que dans l'app, dont on parlera certainement tout à l'heure, on a mis un bouton qu'on appelle Call a Co-founder et tu nous appelles directement. C'est-à-dire, tu tombes pas sur un SAV, tu tombes sur Sabina, qui est mon associée et qui est américaine et qui va répondre pour tous les utilisateurs anglophones, ou tu tombes directement sur moi quand il s'agit des utilisateurs francophones. Et donc ça, c'est dans la continuité de ce qu'on a fait avec Eloquence. Donc ça, c'est un enseignement essentiel pour nous. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial sur l'audio et plus particulièrement sur la voix. L'invité de ce jour est Alexis Botaya, fondateur de la start-up Eloquence. Alexis, bonjour. Bonjour François. Et merci d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir, ravi. Écoute, on va essayer de faire un bon épisode sur tous les sujets que je viens d'évoquer et je voudrais commencer avant qu'on parle vraiment de la voix et de l'audio et qui est le sujet donc Eloquence, la startup que tu as créée il y a 2 ans maintenant. Un peu moins, mais oui, on va discuter. Voilà, je voulais revenir aussi un instant en première partie de cet épisode sur ton parcours d'entrepreneur. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es un entrepreneur qui a notamment entrepris dans les médias et c'est par ce biais qu'on s'était rencontrés. Tu avais fondé le média Soon Soon Soon, que tu as revendu en 2018, me semble-t-il. Voilà, bon, j'avais peur de me tromper encore sur les dates, mais c'est bien ça. Et comme c'est un média dont on avait un peu parlé, que j'appréciais, je trouvais ça assez intéressant de revenir sur cette aventure. Alors c'est pas tout l'objet de cet épisode, donc on va essayer de pas trop s'y attarder, mais je trouvais ça intéressant sur le modèle notamment, puisque c'est quelque chose, moi, pour ceux qui écoutent régulièrement Mediarama, qui m'intéresse beaucoup les modèles économiques dans la presse. Donc je voulais que tu nous racontes un peu, que tu nous explique ce qu'est Soon Soon Soon, comment t'es venu l'idée, puis il y a peut-être les apprentissages que tu as pu avoir dans cette aventure qui te servent peut-être aujourd'hui avant qu'on passe à Eloquence. Oui, bien sûr, avec plaisir. Effectivement, j'ai créé Soon 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 avec Ganaël Baskoul en 2011-2012. Et tout a commencé en fait sous la forme d'une newsletter. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de newsletter. Je sais que tu as reçu Arthur de Magma, et puis il y a beaucoup de choses qui se passent autour des news en ce moment avec des nouvelles économies et des nouveaux modèles économiques qui naissent. Mais à l'époque, en 2011-2012, c'était pas du tout encore le cas. Et nous, on a commencé à lancer une newsletter qui se voulait une newsletter de détection d'innovation et de tendance. L'objet pour nous, c'était de révéler un petit peu ce qui naissait dans les laboratoires de designers, start-upers, entrepreneurs, scientifiques, pour essayer d'éclairer le monde de demain. Donc c'était vraiment de la prospective qu'on faisait. Et assez vite, on s'est rendu compte que avec nos 2 yeux et 2 oreilles, on n'irait pas assez vite et assez loin pour détecter tous les signaux faibles. Donc très vite, on a commencé à bâtir une communauté qu'on a appelée les éclaireurs, qui ont fait une masse de plusieurs milliers de personnes qui étaient réparties dans 19 pays et qui sourçaient pour nous des innovations qui sortaient un petit peu partout. Donc très inspiré par un modèle américain qui s'appelle Trendwise,
et puis un autre, Springwise, pardon, je dis des bêtises, qui justement s'appuie sur une communauté pour détecter des innovations partout dans le monde. On a grosso modo fait un petit peu la même chose, avec une volonté d'éclairer le futur et le monde de demain à la lumière de ce qui se préfigure aujourd'hui. Et tout ça est né sous un format média. Donc on révélait ça chaque semaine à travers une newsletter. Voilà, la tendance de la semaine qu'on a détectée, c'est ça. Voilà les 4 innovations qui viennent éclairer ce qu'on a détecté. Et voilà pourquoi on pense que c'est vraiment intéressant de suivre cette tendance pour demain. Voilà comment vous pouvez vous en emparer. Voilà comment vous pouvez innover aussi dans cette tendance-là de votre côté. Et ça a été lancé comme un média, Sun Sun Sun, ou d'abord comme justement, enfin, une espèce de lettre d'intelligence. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que toi, tu sentais que tu lançais un média ou tu lançais une agence et puis tu t'es dit, tiens, on sort quand même beaucoup d'intelligence et on pourrait la restituer bien formatée sous la forme d'abord d'une newsletter puis d'un site? Ni l'un ni l'autre. En fait, on était certainement un peu naïfs à l'époque, mais quand on l'a lancé, on a fait ce que font beaucoup de startups, c'est-à-dire on savait qu'il y avait un intérêt et on s'est dit qu'on trouverait le modèle économique plus tard. Donc en fait, ta question, elle sous-entend certainement la question du modèle économique. Est-ce qu'on choisit un modèle économique de médias avec des gros volumes d'audience et puis éventuellement de la publicité en face, ou est-ce qu'on va choisir un modèle hybride qui sera plus un modèle de conseil, le média étant d'une certaine manière la vitrine de notre savoir-faire. Et avec le temps, c'est plutôt la deuxième option qu'on a choisie. Donc un modèle d'agence qui a un bras média totalement indépendant, qui nous laissait une liberté d'éclairage, de ton, et cette communauté qui servait à la fois aux médias et en même temps à des marques pour lesquelles on travaillait, à essayer d'éclairer le monde de demain et à imaginer leurs produits de demain, leurs offres de demain à la lumière des tendances qui émergeaient. Et ça, donc ça, c'était dès 2012. 2012, ouais, exactement. Et donc c'était un peu précurseur. Alors j'ai pas encore une fois toutes les dates en tête, mais aujourd'hui ce type de modèle, ce type de média, on en a plusieurs dans le marché. Je pense un peu en B2B, l'ADN, mais évidemment des Uzbek Erika, Oui Demain, Madines dans une certaine mesure. Est-ce que vous étiez, toi t'étais avant tous ces gens-là? On était en même temps, on était tous dans le même incubateur d'ailleurs. On était chez Ceux que Creative. je viens de citer? Ouais. Uzbek Erika, non, parce qu'ils sont nés un petit peu avant, mais on était juste à côté de Madines, on était juste à côté de Brief Me, donc qui ont eux choisi un Ouais. modèle média un petit peu différent. Mais tout ce monde-là se connaît parce qu'on était, ça grenouillait dans le même écosystème avec les mêmes questionnements sur les modèles économiques. Madines a évolué vers un modèle économique plus événementiel. Nous, on a évolué vers un modèle économique plus cahier de tendance et conseil. Brief Me a évolué plus vers un modèle économique de masse avec un abonnement, effectivement, newsletter, qui est plus un modèle média, qui est là aussi d'où venaient les fondateurs. Alors que nous, on venait plutôt du monde du conseil. Donc c'est vrai que ça a été des évolutions assez naturelles. Et ça, j'avoue, c'était hyper stimulant à cette époque-là parce que on se posait plein de questions, on observait ce qui se faisait aux États-Unis, on testait les différents modèles. Nous, on a testé la publicité sur Eloquence. Ça nous a toujours un peu dérangé parce qu'on a toujours voulu garder notre liberté éditoriale et pas intégrer de la pub dans le contenu, ce qu'on a toujours trouvé. Je cherche un mot faible pour le dire, mais qui Mais un peu plus ternissait un petit intègre. peu la Ouais. nature du contenu qu'on évoquait. Donc Est-ce on que a tu veux dire toujours par quoi? Parce qu'il est dans un contexte avec une pub et t'as l'impression que c'est pas beau de mettre à côté? Ou est-ce que les gens pourraient penser que comme il y a de la pub, on produit pour faire plus d'articles, de pages vues au cercle non, de la pub? ça m'aurait pas dérangé. La deuxième chose, c'est que c'est difficile de parler d'innovation et de monde de demain parce que tu présentes des choses qui sont émergentes et mettre à côté de ces choses émergentes des choses qui existent vraiment et qui sont commercialisées et qui doivent être développées par des entreprises et commercialisées en masse, c'est assez paradoxal et Ouais, contradictoire. ça casse un peu le propos, oui, C'est dur de effectivement. parler d'une innovation qui sort d'un laboratoire de designers et qui pour l'instant n'a aucun modèle économique, si ce n'est nous dire bah voilà peut-être que c'est en train d'arriver ce truc, on ne sait pas exactement si la forme que ça prendra demain c'est cette innovation précise. Au fait à côté acheter ce truc qu'on peut trouver en grande surface. Voilà, tu vois c'était Oui, pas je vois, franchement dans l'ADN du ouais. groupe. D'accord. Et donc le modèle d'agence où au final vous allez voir des marques, vous avez une vitrine, un savoir-faire, et donc l'idée c'était quoi? C'est de faire une espèce de délégation éditoriale et on peut produire du contenu pour ces marques, ou c'est plus produire du contenu de cahier de tendance
pour les éclairer un peu justement sur ces tendances. Donc quelque chose de Non, t'as très raison. C'est une bonne question. On n'était pas sur un modèle comme ceux que tu as cités, type Uzbek l'ADN, Erika, par voilà, exemple, ou ouais, Uzbek Erika, qui vont produire beaucoup de contenu, embarquer éventuellement ce contenu sur leurs médias, ou à l'image de ce que fait l'ADN, par exemple, hein, ouais. que tu citais tout à l'heure. On a été sur un modèle où on s'est posé la question de quel était notre actif véritable. Est-ce que c'est notre communauté de lecteurs, donc l'audience, qu'on essaierait de monétiser? Est-ce que c'est le contenu qu'on est capable de produire avec ce ton? D'une certaine manière, ça l'était un peu, mais c'était pas suffisant. Et l'actif véritable qu'on avait, c'est la communauté des éclaireurs. Mm. Donc un peu plus de 1800 personnes dans 19 pays. Hyper active, pour laquelle on organisait des événements très régulièrement, qu'on récompensait avec ce qu'on appelait des Soon Awards, également des points qu'ils pouvaient dépenser dans des boutiques. Enfin, il y avait toute une logique d'animation de cette communauté qui était essentielle pour nous, parce que le véritable actif, c'était ça. Et qu'on emploie leur détection pour faire du média, les révéler au plus grand nombre, ou qu'on emploie leur détection pour conseiller des marques sur leur stratégie d'innovation. Pour nous, c'était pareil. Pour eux, c'était en revanche pas du tout pareil, évidemment. Et on était totalement transparent avec ça, parce que quand on employait leur détection dans le média, on leur donnait de la visibilité, à tel point que certains revendiquaient clairement le fait d'être éclaireurs pour Sun 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 sur leur profil LinkedIn, s'en sont servis dans des lettres de motivation, nous ont demandé des lettres de recommandation, etc. Et ça, c'était pour nous la meilleure preuve que cette communauté fonctionnait, était fière de ce qu'elle faisait. Et en revanche, quand on utilisait leur détection auprès de marques, ils en étaient clairement informés, et c'est là qu'ils recevaient des points, c'est là qu'ils recevaient des prix. Ils avaient des niveaux qui pouvaient ensuite leur permettre d'accéder à des récompenses, Ouais, soit des tout un système récompenses de matérielles, gamification exactement, qui fait que soit des entrées que nous on pouvait avoir en tant que médias dans des événements et qu'on leur distribuait. Enfin, nous on avait vraiment la volonté de s'effacer derrière notre communauté, et c'est elle qui devait être visible, c'est elle qui devait être récompensée, participer aux événements, et ça a super bien marché. ce qui est à souligner, parce que c'est vrai que souvent dans les médias, c'est un peu là que le bas blesse, c'est l'animation de la communauté. Être capable de fédérer une communauté comme ça, et puis de la faire participer, la rendre fidèle, et là même, quelque part, la faire travailler, entre guillemets, pour des marques, c'est vrai que ça, c'est assez fou, et qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à craquer un peu Mm. ce code sur Ouais, justement ça a la été gestion beaucoup de boulot, de l'animation de la communauté. mais ça a été un vrai plaisir, parce que c'est devenu une famille, hein, cette communauté. Tu Alors on es n'a en pas. contact encore avec ces Ouais, éclaireurs, complètement. certains, j'imagine, sur Ouais, 1800, ouais, ouais. bien sûr, on est toujours en contact avec eux. Alors pour la partie qui est directement accessible et rencontrable d'une certaine manière, avant qu'on ait le Covid et qu'on Ouais, bien sûr. puisse voir. Mais oui, on les voit régulièrement, on suit ce qu'ils deviennent, et on a toujours un groupe Facebook avec quelques anciens sur lequel on échange régulièrement. Alors un groupe Facebook, ça paraît old school aujourd'hui. Non, mais je pense que c'est juste un outil qui fonctionne bien, où tout le monde a son compte, qui se rappelle de son mot de passe. Donc je pense que pour communiquer sur plein de sujets, ça reste un bon outil. Et donc pour dévoiler en fait la fin de Sun Sun Sun, en tout cas pour toi, enfin peut-être tu vas me dire, mais donc une vente à l'agence NJ. C'est ça. Il y a 2 ans, et donc toi c'était quoi, une belle opportunité? T'avais l'impression d'avoir fait ton temps, ou c'était un autre changement? Qu'est-ce qui fait que là tu nous racontes quelque chose qui avait l'air de bien marcher? Alors on n'a pas sorti de chiffres, ça peut être le storytelling, mais vous étiez rentable, ça marchait bien. De mon point de vue, moi Sun Sun Sun, il y avait une certaine hype quand même derrière, tu vois, il y avait Ouais. Sun Sun Sun, Uzbek Erika. Pourquoi vendre à ce moment-là? Parce que le marché, c'est structuré. Comme je te l'ai dit, on était émergent, on grenouillait dans les incubateurs. À un moment, il a fallu s'appuyer sur quelqu'un qui avait une force de frappe auprès de grands groupes comme Engie, parce que le modèle économique, comme je le disais tout à l'heure, il reposait sur du conseil auprès d'entreprises. Et du conseil aussi beaucoup dans comment on peut utiliser les innovations, une stratégie d'innovation, un engagement dans l'innovation et le monde de demain au service de la communication. Donc ça a parlé beaucoup au groupe Engie, et c'est vrai que l'accélération, elle a permis d'être faite auprès d'Engie, parce que carnet d'adresses, parce que Ouais, il faut le réseau corporate, c'est une exactement, autre manière de vendre, exactement. etc. Si tu veux toucher les bonnes personnes, Donc il ça nous a suffit pas paru d'avoir un bon assez produit, de faire un naturel. mail. Ouais. Et donc toi, t'en es sorti, et c'était la fin de l'aventure pour toi, 2018, t'es sorti de l'opérationnel, t'es resté actionnaire un peu, tu les suis encore? Non, non, on se suit toujours, bien sûr, mais moi, je suis sorti de façon à la fois opérationnelle et capitalistique. Mais c'est la suite, si tu veux, d'une aventure entrepreneuriale. La question que j'ai eue tout de suite, c'est comment
qu'est-ce que je fais d'autre après ça? Exactement. Qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce que tu fais après? Et en même temps, c'était génial d'être au cœur des tendances et de voir ce qui émergeait parce que ça m'a permis de voir la montée en puissance de l'audio dont on parle beaucoup maintenant. Mais en 2016, 2017, c'était émergent. 2018, ça s'est vraiment confirmé parce que les podcasts, c'est pas un truc nouveau. Mais ce qui a été nouveau, en revanche, c'est d'arriver à le diffuser de façon extrêmement large avec des nouveaux outils. Ça, c'est le premier truc. Et puis il y a eu Spotify derrière qui s'est emparé de Gimlet. Enfin, c'est allé très vite derrière. La mobilité, le mobile first, ça a fait que le podcast était beaucoup plus facilement accessible. Et puis on a commencé à réfléchir au modèle économique du podcast. Donc tout ça faisant, je me suis dit allez go, il faut qu'on réfléchisse à ce sujet de l'audio et je me suis mis à bosser là-dessus. D'accord. Tu as regardé un peu les tendances que vous aviez sorties, celles qui émergeaient le plus, la plus forte, et puis tu t'es dit je vais aller là-dessus. Exactement. Ce qui est pas bête effectivement, et donc il va être un peu. Alors juste avant de faire la transition vers l'éloquence, qu'est-ce que tu retiens? C'est quoi tes apprentissages de Sun Sun Sun? Si tu devais en retenir un ou deux comme ça, des choses très très macro. C'est l'apprentissage de la recherche d'un modèle économique. Nous, ça a été vachement intéressant, instructif. Le fonctionnement d'une startup qui tâtonne, la ténacité qu'il faut pour et surtout l'écoute de l'utilisateur final. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait beaucoup. D'une certaine manière, c'est assez facile quand on a un média, parce que c'est facile de sonder une communauté de lecteurs. Mais c'est quelque chose qui a été vraiment essentiel et sur lequel je pense qu'on a été assez fort. C'est d'être capable d'écouter le besoin du lectorat pour continuer à nourrir, à faire évoluer la news, à faire évoluer les contenus, à savoir vraiment ce dont ils avaient besoin. Ça, c'est le point clé et qu'on applique au quotidien chez Eloquence, c'est la connaissance de l'utilisateur final, sa compréhension. Donc, à tel point que dans l'app, dont on parlera certainement tout à l'heure, on a mis un bouton qu'on appelle Call a Co-founder. J'ai vu ça, ça m'a fait sourire ça. Et tu nous appelles directement, c'est-à-dire tu tombes pas sur un SAV, tu tombes sur Sabina qui est mon associée et qui est américaine et qui va répondre pour tous les utilisateurs anglophones, ou tu tombes directement sur moi quand il s'agit des utilisateurs francophones. Et donc ça, c'est dans la continuité de ce qu'on a fait avec Eloquence. Donc ça, c'est un enseignement essentiel pour nous. Comment on écouter son utilisateur et prendre ses feedbacks pour bien sûr. Ça paraît être une évidence, mais ça l'est pas toujours en fait en termes de concrétisation, quoi. Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, ça peut être quelque chose que tu racontes dans le marché, c'est une posture, mais que tu n'appliques pas concrètement. Là, en tout cas, ce que tu nous racontes avec ce call founder, c'est quelque chose de très concret. Là, tu l'as appliqué et il y a une ligne directe. Alors après, je sais pas, est-ce que je te souhaite beaucoup de succès? Je pense qu'au bout d'un moment, il faudra que tu l'enlèves ou tu seras vraiment trop harcelé. Mais en tout cas, ça m'a fait sourire. Je crois que c'est la première fois que je voyais ça sur une app. Ouais, exactement. Mais on a eu beau chercher, on n'a jamais vu de précédent dans une app mobile où alors t'as toujours un support et ce qui est classique dans une app, c'est tu vas créer un ticket ou alors éventuellement tu vas appeler un SAV qui éventuellement te répondra. Mais nous, on s'engage à répondre à H24. Bon, voilà, il faut bien que je dorme aussi de temps en temps, mais on rappelle tout de suite et dès qu'on peut les utilisateurs qui nous appellent et franchement, j'adore être au contact de nos utilisateurs, on apprend énormément de choses. C'est la meilleure façon, je pense, d'avancer dans l'amélioration d'un produit. Et comme tu viens de le dire, ça marche bien aujourd'hui. On a des appels très régulièrement chaque jour parce que c'est le début. Et parce qu'on a beaucoup besoin de se nourrir de ça au début. La question, c'est comment on continue à le faire. Et il faut continuer à le faire à l'avenir. Il faut surtout pas perdre cette volonté de rester au contact de nos utilisateurs, mais c'est évident qu'on pourra pas le faire de la même manière. Mais ça, voilà, ça s'effacera peut-être un petit peu. Ce sera des suggestions d'amélioration. Ouais, après, tu seras peut-être full-time SAV pour parler à tes utilisateurs. On va voir l'évolution. Ouais, bon enseignement, évidemment, écouter ses utilisateurs. Et je pense que même dans les médias, donc les gens, a priori, qui écoutent Mediarama sont intéressés par les médias, travaillent dans les médias. Cette écoute-là, elle doit être faite voilà, surtout sur les nouveaux formats, nouveaux sites, UX, etc. Et il faut des fois se méfier un peu des convictions trop fortes qu'on a. Il faut quand même les confronter à un moment donné au marché, aux utilisateurs pour voir ce qu'ils en pensent. On parle donc d'éloquence sans avoir réellement encore expliqué ce que c'est. Donc c'est ton nouveau projet lancé, donc on disait il y a 2 ans. Est-ce que c'est quoi l'elevator pitch? Tu peux nous le faire rapidement de ce qu'est éloquence?
Alors l'elevator pitch, on va le, on a une vision très claire et qui est confirmée par tout ce que j'ai vu chez Soon, c'est que demain, les gens écouteront plus qu'ils ne lisent aujourd'hui. Et c'est pas, il n'y a pas de jugement à formuler là-dessus parce que écouter un contenu, c'est quand même rester au contact de la connaissance. On est convaincu également chez Eloquence que on est tous pris dans une espèce de vortex au quotidien, de manque de temps, de manque d'espace pour prendre connaissance des choses importantes pour nous qui sont véhiculées dans beaucoup de contenus aujourd'hui. Que ce soit de l'information, que ce soit même de la formation, que ce soit de la connaissance approfondie sur certains sujets. Et ça concerne des secteurs économiques. Quand tu bosses dans le droit, par exemple, c'est important d'être constamment en contact des évolutions réglementaires. Si tu le fais pas, potentiellement, tu perds de la valeur. Et donc, le use case, le problème qu'on essaie de résoudre, c'est comment, quand tu es un professionnel ou quand tu es engagé dans quelque chose qui te passionne ou quand tu es engagé dans un métier extrêmement exigeant en termes d'information, tu restes au courant de tout ce qui se passe. Avec ce problème de temps disponible. Donc, ce qu'on a souhaité, c'est transformer ces contenus en podcast. Tous ces contenus que tu vois passer dans la journée, qu'on t'envoie, les newsletters auxquels tu es abonné, les choses que tes collègues t'envoient ou que tes amis t'envoient ou que tes potes étudiants La revue de t'envoient. presse qu'on se fait aussi soi-même. On peut se faire la Exactement, revue de presse. c'est ça. Comment on te permet de la consommer d'une certaine manière de façon beaucoup plus efficace pour être sûr que tu gagneras du temps et que tu pourras surtout aller jusqu'au bout de toutes ces choses qui sont importantes pour toi et qu'éventuellement même tu gagneras du temps pour faire autre chose à côté. Donc l'audio, là-dessus, nous a paru naturel. Donc notre boulot aujourd'hui à travers Eloquence, c'est de te permettre de stocker tous les contenus que tu as besoin de lire, de les transformer en un podcast personnalisé et de les écouter dès que tu as un moment disponible. Quand tu marches dans la rue, quand tu es dans la voiture coincé dans les embouteillages, quand tu fais du sport, tu peux rester en contact avec toute cette connaissance dont tu as besoin au quotidien. Voilà le pitch. C'est grosse ambition évidemment, qui est à la fois très simple à expliquer. Hein. Je transforme des articles et des newsletters en podcast audio. Et après, effectivement, il faut le faire et ça s'adresse sur le modèle économique. Donc j'ai téléchargé l'app, je me suis inscrit, un super onboarding, hein, c'est assez simple, etc. On me propose une extension Chrome, etc. Ça se vend là, donc c'est très B2C. C'est un modèle économique d'abonnement B2C. Ouais, alors exactement. Le go-to-market, comme on dit, il est B2C. On s'adresse à des individus. Après, la question qui est essentielle à se poser, c'est qui est potentiellement consommateur de ça. Alors, il y a plein d'utilisateurs qui ont des besoins très particuliers, qui peuvent être les malvoyants, qui peuvent être les dyslexiques. Eux nous trouvent naturellement. Nous, ceux qu'on adresse en priorité, c'est alors on est sur un marché international. D'abord, c'est extrêmement important de le dire. On a 32% de nos utilisateurs qui sont aux États-Unis. On a des pics de croissance assez forts en ce moment en Inde et en Amérique latine. Et nos utilisateurs finaux sont essentiellement des gens engagés dans leur travail qui le font pour un besoin professionnel. C'est pas des forcément prosumers, c'est B2C, mais c'est quand même des utilisateurs professionnels qui le exactement font pour le boulot parce que c'est un peu des hardcore users de la news. des hardcore Non, users de c'est la vraiment news. toi. Ouais, c'est plutôt non, pardon. Donc le premier, toi, c'est vraiment pour des utilisateurs professionnels qui ont besoin de se faire des vraies revues de presse et qui manquent de temps pour le faire. Ça, C'est c'est pas uniquement de l'article web. Nous, grosso modo, tu peux envoyer dans Eloquence un document Word, tu peux envoyer un PDF, une étude McKinsey, une étude scientifique, un peu pénible à lire, mais que tu vas pouvoir écouter en faisant autre chose, tu vois, par exemple. Ouais, Donc ça d'accord. fonctionne avec du PDF. C'est pas que média. Ouais. Non, c'est en fait La manière la moi dont question. je l'ai vu, vas-y. La question qu'on s'est posée, pardon, c'est où est-ce que se trouve la connaissance quand tu es un professionnel? Certes, il y a ta revue de presse, comme tu le disais, les newsletters que tu reçois. Donc ça, tu peux transférer une newsletter à Eloquence et on va la vocaliser pour que tu puisses l'écouter. Pareil avec un article web, pareil avec un simple email, hein, même qu'on t'envoie. Mais il y a une grande partie de la connaissance qui circule quand tu es dans le monde du travail, qui est euh, dans un document PDF ou dans un PowerPoint.
ou dans un document Word. Donc pour nous, ça a été très important de pouvoir aussi transformer en audio l'ensemble de ces contenus. Ok. Et alors, donc, je comprends effectivement, ça peut être du média, mais pas que. C'est plus sur la connaissance en fait, hein, donc qui peut être des documents de productivité, que tu as des PowerPoint, PDF, Word, peu importe. Tu parles souvent là de gain de temps, etc. Intuitivement, j'ai l'impression qu'écouter un article audio, c'est plus long que de le lire. Alors, est-ce que ça s'adresse à des moments spéciaux, comme on parle pour ceux du podcast, les trajets, donc le commuting, quand on jogue, etc. Est-ce que ça vous adressait à ces types de moments ou non, tu vois un autre usage qui est c'est plus rapide ou je suis plus concentré, etc. Comment est-ce que tu envisages ça? Il y a deux cas. Il y a le cas que tu viens de décrire, c'est-à-dire le moment où je suis dans le commuting, comme tu dis, je suis dans la voiture, je suis en train de marcher dans la rue. Nous, on a bien, et justement, en discutant beaucoup avec nos utilisateurs, on s'est aperçu, contrairement à ce qu'on pensait, que c'est pas je vais écouter Eloquence pendant 1 heure parce que j'ai 1 heure de dispo. C'est plutôt du micro. De la micro-écoute, je vais écouter Eloquence pendant 15 minutes parce que c'est le temps de trajet que j'ai pour aller en sortant du boulot, pour aller chercher les enfants par exemple, ou je vais écouter pendant 20 minutes parce que je cours pas plus, et c'est mon cas, je cours pas plus de 20 minutes, donc je vais écouter Eloquence 20 minutes pendant que je fais mon sport, donc c'est plutôt du micro, de la micro-écoute, mais très fréquente. Ça a été une surprise pour nous dans le cas d'usage. Alors il y a cette première partie qui est effectivement je vais l'intercaler, grosso modo, l'accès à la connaissance dans plein de petits moments creux. Et puis, il y a le cas multitasking. On l'a eu beaucoup pendant le confinement et ça a été un pic chez nous qui nous a permis aussi là aussi d'interroger les utilisateurs pour voir. Typiquement, on avait, je me rappelle du cas d'une avocate qui écoutait sa propre plaidoirie qui allait venir le lendemain, alors même qu'elle était en train de faire la cuisine pour sa fille. Ouais, elle répétait quoi. Donc il l'utilise pour apprendre. On est vraiment, nous, dans l'économie du learning, et c'est comme ça qu'on se positionne, c'est sur ce marché qu'on se positionne. Comment j'apprends, comment je reste en contact avec la connaissance, avec le savoir, et toute cette population qu'on appelle en anglais les lifelong learners sont vraiment notre cible aujourd'hui. Ok, très clair. Une petite seconde sur les médias. Quand on Sunboard, il y a évidemment des médias qui sont proposés, des newsletters. Et donc, j'avais moi cette facette-là du produit qui est donc très orientée sur cette lecture des médias. Petit aparté, comment tu te présentes, comment tu signes des partenariats avec les médias, parce qu'on sait qu'ils sont toujours un peu comment dire, ils ont du mal à donner les contenus, etc. Là, c'est donc probablement une lecture qui va pas être comptabilisée, qui est pas monétisée directement. Est-ce que c'est juste pour tester, ils sont contents d'y être, ça fait un peu de branding, et ils voient ce que ça donne? Est-ce qu'il y a un vrai intérêt? Est-ce que c'est dur, ou toi, tu avais besoin de ça pour illustrer un peu l'onboarding et avoir du contenu? C'est très média. C'est un peu tout ça à la fois. D'abord, évidemment, on respecte énormément les médias et la propriété intellectuelle, et ça, c'est des choses qui sont et ça aussi qui sont dans les tendances et qui montrent que ça va être de plus en plus le cas. On voit ce qui vient de se signer entre Google et les médias en France. Ouais, c'était ce matin, je crois. Ce matin, ouais. Et c'est essentiel à la pérennisation de leur modèle. On est dans un cas différent dans le cas d'Eloquence, puisqu'on est sur un choix d'écoute personnelle. On n'est pas dans une diffusion de contenu au plus grand nombre. Quand je passe un contenu sur Eloquence, c'est une décision que je fais en solo, via une extension. Je trouve un contenu intéressant sur un média X ou Y. J'ai l'extension, je clique sur l'extension, ça envoie directement le contenu dans Eloquence. Je sais que je peux le retrouver à n'importe quel moment et l'écouter du coup à n'importe quel moment, mais ça concerne un utilisateur unique. C'est d'une certaine manière un petit peu comme si tu l'imprimais, sauf que tu l'imprimes en audio. Il y en a quelqu'un qui nous a dit un jour, c'est comme une exprimante. D'une certaine manière, c'est assez joliment trouvé et formulé, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça concerne une personne, et bien sûr, je devrais payer des droits d'auteur si j'imprimais en 10 000 exemplaires et que je diffusais un article d'un média qui a pignon sur rue.
à 10 000 personnes. C'est pas ce qu'on fait. On te propose aujourd'hui de passer un contenu pour ton utilisation individuelle. Et ça, ça relève de l'exception du droit d'auteur, exactement comme quand tu imprimes un document pour le lire pour ton usage personnel. D'accord, donc vous êtes carré de ce côté-là, et t'as pas spécialement vocation à rajouter des médias partenaires, Non. etc. C'était plus Non, pour non, illustrer, avoir rapidement du contenu pour que la première expérience soit bonne. on n'est clairement pas une plateforme de contenu. On est vraiment un outil au service de ta productivité, au service de comment tu restes engagé avec toute la connaissance qui passe au quotidien dans le cadre de ton boulot surtout. Ça c'est ouais, écoute, ça c'est très clair. C'est quoi les défis pour faire émerger une solution comme Eloquence? Qu'est-ce que tu vois toi comme défi? Il y en a plusieurs. Le défi pour nous, et on est en train d'y arriver, c'est d'être internationaux jour 1. Ce qui est pas toujours facile quand tu es une boîte française. Il y a des pays où ils sont très forts pour ça. En Israël, ils sont super forts là-dessus, parce que le marché est tout petit, beaucoup plus petit encore qu'en France. Donc, ils sont Ouais, donc t'as même obligés pas le d'être. choix en fait, ouais, C'est de ça, t'as partir même pas en de choix. Si tu montes pas une boîte, si c'est pas pour être international tout de suite. En France, c'est un peu moins naturel. C'est aussi un facteur culturel chez nous. Mais le marché pour nous là-dessus, il est notamment aux États-Unis, où les consommations de contenu sont d'une certaine manière un peu plus frénétiques, j'ai envie de dire, dans l'environnement du monde du travail notamment, où le sujet productivité est très très fort, et tu vois des gens, on aime ou on n'aime pas, mais tu les vois à la salle de sport, quand on pouvait encore aller à la salle de sport. Ça, c'était Le le monde monde d'avant. d'avant, mais qui écoutaient des audiobooks à vitesse fois 2,5. Je sais pas comment ils font, honnêtement, mais ils veulent juste retenir les key insights et avoir une vision globale de ce qui se dit dans le bouquin qu'ils auront parcouru en 20 minutes en faisant du sport. Donc, Ouais, une espèce de profil. Enfin, ouais, bon, après, voilà, il en faut pour tous. cette productivité, elle est très vraie aux États-Unis, ce côté productif. Nous, en France, ça va plus être un sujet, et on a beaucoup d'utilisateurs qui nous le remontent, et surtout avec le confinement et le télétravail, comment je repose un peu mes yeux, quoi. Parce que je passe ma journée devant un écran. Alors, c'est marrant parce que tout à l'heure, je te disais, les gens liront de moins en moins, mais en fait, ça dépend de quoi on parle. Lire des mails, est-ce que ça compte dans une statistique de lecture? Euh, J'ai euh, envie de dire non, quelque part. Enfin, c'est vrai que le mot lecture est un peu sacré, c'est un peu, Exactement. Mais il est ça sacré veut en dire quelque France chose d'un peu, parce oui, oui, pour qu'on la a un France, c'est lien, notre culture. on a un lien à la lecture qui est très particulier en France. Mais je le sais d'autant mieux que Eloquence vient d'un pivot, d'un premier Que produit j'ai qu'on avait oublié lancé. d'évoquer de chai, effectivement, Exact. aussi. Tu vas en Et parler rapidement, parce que c'est intéressant. Je pense que c'est la transition entre Sun 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 et Eloquence. En tout cas, c'était tes premiers pas oui, dans le texte to l'idée, speech. elle était de faire exactement la même chose que ce qu'on fait avec Eloquence, mais pour le livre, et d'offrir du coup une version quasi automatique d'un audio d'un livre papier. Et l'idée était d'ajouter un code QR au dos du bouquin ou à l'intérieur que tu pouvais flasher, et du coup directement accéder via l'application à une version audio du bouquin. Dans les faits, ça a été assez compliqué parce que le monde de l'édition a très bien reçu le projet au début, mais c'est un secteur qui est assez verrouillé pour être très transparent. Et cette innovation n'a pas été très bien perçue sur le long terme. Nous, Parce c'était qu'ils un peu avaient des plans par ailleurs, ou sur le peut-être, piratage, ou sur peut-être. le Il y a un peu propriété tout ça. Il y a intellectuelle. un peu tout ça à la fois. Et puis il y a un autre sujet qui est que en France, le livre c'est quelque chose d'assez sacré. Donc tout de suite déjà nous on a éliminé la littérature, c'est-à-dire que, et ça on en est convaincu de toute façon, tu lis pas de la littérature avec une voix de synthèse, aussi bonne soit-elle. Et les voix sont excellentes aujourd'hui, elles se sont considérablement améliorées au cours des dernières années grâce à l'intelligence artificielle. On peut en reparler tout à l'heure si tu le souhaites. Ouais. Euh, mais même si elles sont excellentes aujourd'hui, pour l'instant, dans l'état actuel de la techno, euh, tu lis pas un livre avec une voix de synthèse. Même si on connaît aux États-Unis
et au UK, en Angleterre, des startups qui produisent des audiobooks avec des voix de synthèse. D'accord. Mais Peut-être aussi que les voix de synthèse anglaises sont peut-être un peu en avance aussi sur les voix de elles synthèse sont un peu en françaises. avant tout simplement parce que le marché est beaucoup plus important, donc il y a eu beaucoup plus Ouais, d'efforts de R&D. Ouais. effectivement en termes de R&D qui a été fait. Donc effectivement, l'anglais sonne toujours un peu mieux quand tu es sur le sujet de la voix de synthèse, et c'est pour ces raisons-là. Mais voilà, du coup, c'était peut-être un peu trop tôt aussi. Il y avait certainement un sujet timing. Du coup, le pivot, il s'est fait à des contenus professionnels qui sont plus froids d'une certaine manière, plus informationnels, où il y a moins d'émotions que dans un livre, donc beaucoup plus approprié pour une À une écoute voix de synthèse. avec une voix de synthèse, exactement. Ouais, et donc ce qui est effectivement très clair. Alors c'est vrai que j'en ai écouté. Alors là, j'ai écouté Eloquence. Hein, les voix sont assez sympas. C'est vrai que j'étais resté sur des tests que j'ai fait il y a quelques années. On a tous testé par moment sur des services ça, et en disant que c'est pas dingue. J'imagine que c'est pas Eloquence en interne qui a développé ces voix de synthèse. Alors nous, on a développé 2 briques techno. On améliore l'éloquence des voix de synthèse existantes aujourd'hui. C'est pour ça qu'on s'appelle comme ça. On a développé une brique qui permet à la voix d'apprendre à faire ce que je suis en train de faire là, à savoir à respirer, à marquer des pauses, tout simplement parce que si je parle comme ça de façon extrêmement monotone et extrêmement régulière et sans m'arrêter pour respirer, ce que je ne peux pas faire en tant qu'humain, au bout d'un moment j'ai besoin de prendre ma respiration, mais un robot, lui, il n'a pas besoin de le faire. Et il se passe un truc dans le cerveau de celui qui écoute, il y a des neurones miroirs qui font que bah, toi aussi tu vas arrêter de respirer si la personne en face de toi ne respire jamais. Et si c'est On un se met en robot, apnée. voilà, exactement. Et les premiers retours qu'on avait dans les tests à l'époque sur Chai, c'était que c'est marrant, c'est le mot qu'employaient nos utilisateurs. Et là, je réinsiste encore sur l'importance d'être au contact de ces utilisateurs parce que c'est ce qui nous a permis d'évoluer. C'est le mot noyade qui revenait systématiquement. D'accord. Donc, Euh, plus que de l'apnée, ils auraient l'impression que et l'apnée, c'est ça. l'interlocuteur, et donc eux, un miroir, se noie et que c'est Exactement. fou. Il se noie parce que la voix ne s'arrête jamais d'une certaine manière et elle ne respire pas. Donc si tu prends les voix qui sont sur étagère aujourd'hui et qui sont fournies par les grands providers de voix de synthèse, c'est des voix très monotones qui ne s'arrêtent jamais. Et qui sont pas faites d'ailleurs pour des lectures longues, qui sont faites pour t'annoncer que le métro arrive, qui sont faites pour t'annoncer l'heure de ton prochain bus, sur des formats très très Alors courts. j'ai une petite question technique justement, mais pour moi, parce que là tu viens de dire le métro, etc. J'ai l'impression que c'était pas les mêmes technologies. Là, ce dont on parle pour Eloquence, c'est donc du text to speech, hein, c'est-à-dire un ordinateur qui lit un texte. Alors que j'ai l'impression que ce qui était dans le métro, c'était plutôt, alors je suis désolé, je suis pas technique, mais c'était plutôt des bouts de mots préenregistrés qui sont mis à la suite les uns des autres. Mais c'est Euh, exactement ça un text-to-speech. En tout cas, dans des technos plus anciennes de concaténation, où on enregistrait pendant des heures et des heures et des heures quelqu'un, on captait des phonèmes ouais, donc des bouts de son exactement en fait. Hein. Ouais. des bouts de son dans un échantillon de lecture qu'on lui donnait et on s'assurait de lui donner un texte suffisamment varié pour pouvoir capter le maximum de bouts de son. Et ensuite, on recomposait tout ça. Ça, c'était la méthode traditionnelle. L'IA est arrivée là-dessus, les réseaux de neurones sont arrivés là-dessus. Ça fonctionne plus trop de la même manière. C'est beaucoup plus efficace, et à tel point que Amazon récemment a réussi à reconstituer la voix d'un journaliste audio, en tout cas d'après ce qu'ils ont annoncé, avec quelques minutes simplement d'enregistrement de ce journaliste audio à la télé. D'accord. Et derrière, ils extrapolent totalement. Ils n'ont pas besoin d'avoir un catalogue de Exactement, phonèmes, comme tu dis, pour pouvoir c'est ça, répliquer une voix. c'est ça. Donc, avec tout ce qu'on pourrait imaginer au-delà Les sur deepfakes et sur les le deepfakes, au-delà de la vidéo. Ouais, exactement. il y a eu un deepfake assez célèbre l'an dernier, je crois, de Joe Rogan, ce podcasteur américain. Et Américain, tu ouais. vois, Joe Rogan, et c'est exactement sa voix, qui explique qu'il est fan d'une équipe de hockey sur glace dont les joueurs sont constitués de chimpanzés et que les chimpanzés sont super bons sur le hockey sur glace. Et que voilà, c'est Bon, ils ont fait un truc un peu gros qui est donc plutôt rigolo, mais énorme, bon, c'est ouais. énorme. Et tu as des images de singes sur la glace. En fait, et c'est une entreprise américaine qui a fait ça, une startup américaine qui fait des voix de synthèse et qui surtout fait de la réplication de la voix. Et ça montre le potentiel. Il y a eu ça sur une vidéo de Barack Obama également. On faisait dire n'importe quoi à Barack Obama et c'est flippant.
ces technologies. Ouais, c'est clair. En tout cas, sur les deepfakes, jusqu'à ce qu'on sache tous que ça existe et qu'on prendra tout avec des pincettes Exactement. et C'est comme les fake news, hein, on sera capable de contrôler. ouais, il y a un peu de culture, exactement. On sera capable, en tout cas, d'avoir Et l'esprit critique. mais il y a même eu des arnaques récentes, tu sais, la fameuse arnaque au président. Au président, alors qu'on reçoit nous régulièrement chez Cause Astra, mais par mail, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est on reçoit Ah ouais? notre assistante qui reçoit administrative, qui reçoit un mail de Mathieu, en l'occurrence, mon associé, qui dit voilà, vite faire un virement, mais c'est par mail. Donc ça, c'est un peu connu, mais donc toi, tu dis que ça existe aussi en audio? Ouais, ça existe en voix. C'est-à-dire ils ont calqué la voix du président et il appelle la direction et il dit il faut absolument que vous fassiez un virement de 10 000, 20 000 tout de suite sur ce compte bancaire et en étant bien insistant, ça a Vers la fonctionné. boîte éloquence, virement. Oui, ouais, ça serait bien, mais on fait pas comme ça, on a un vrai modèle économique sain. Ouais, non, mais bien sûr, je te taquine. Mais donc ça, c'est intéressant. Et donc ce sujet, faut que je revienne sur la voix. Donc là, donc vous sur ces voix sur étagère qui sont pas dingues mais qui font le job, vous avez rajouté donc une C'est ça, brique c'est la qui première permet de la brique. rendre un peu plus humaine avec des Exactement, respirations, des exactement. intonations. Qu'on puisse avoir une écoute longue de cette voix. C'est un sacré challenge et c'est là-dessus que nos développeurs ont bossé pendant 1 an et demi, ouais. D'accord. C'est Vous un êtes gros un peu des boulot. spécialistes là-dessus et vous pourriez redévelopper entièrement une voix de synthèse aujourd'hui ou tu dis non, Ça, c'est un autre ça n'a plus boulot. d'intérêt en 2021, Non, je il y pense a des qu'il y a choses sur étagère qui marchent hyper bien, pas ouais. cher. Je pense pas que ce soit, c'est pas l'objet, puis c'est un autre boulot, c'est pas exactement la même chose non plus. Il faut quand même enregistrer des gars, il faut une IA assez perfectionnée. Il y a des boîtes qui font ça, qui le font très bien, c'est leur spécialité et elles ne font que ça. Nous, ce qu'on fait, c'est différent. On veut démocratiser la voix de synthèse pour la rendre accessible au plus grand nombre. Tu sais, c'est un peu le débat qu'on voit notamment outre-Atlantique en ce moment sur euh, voix de synthèse versus voix humaine. Mhm. Nous, on a coutume de dire qu'on s'oppose pas du tout au podcast, que le podcast c'est autre chose, c'est une autre expérience. Ça prend plus de temps, ça coûte plus cher, mais c'est beaucoup plus sur mesure. On va pouvoir mettre de l'émotion dans cette voix humaine. C'est ce qu'on est en train de faire ensemble, tu vois, avec des variations dont t'es pas capable aujourd'hui encore pour l'instant. La voix de synthèse, on verra ce qu'il en est demain. Euh, mais pour l'instant, c'est pas encore ça. Nous, on est vraiment sur quelque chose de plus informationnel, de plus démocratique aussi d'une certaine manière, parce que tu peux transformer en audio de façon instantanée n'importe quel contenu écrit. Donc, ça devient beaucoup plus large aussi en termes d'éventail des possibles que quand tu fais référence au podcast. Ouais, ouais, je vois bien. Et, toute dernière question, un peu techno en tout cas, tu disais bon, j'ai un quart d'heure, je peux écouter. Vous avez aujourd'hui un peu d'IA qui vous permet de faire de la synthèse ou de raccourcir des textes, etc., pour tenir On est en train de dans travailler un dessus. certain délai, parce que voilà, tu dis bon, bah j'ai un article Word que je vais écouter, mais bon, je sais pas, c'est peut-être 1 heure de programme ou 2 heures, je sais pas. Tu vois comment t'arrives à faire le fit entre le temps de dispo et une bibliothèque qui peut ne cesser de grossir parce qu'on se dit tiens j'écouterai plus tard, puis au final on se retrouve vite avec des heures d'écoute. Ouais, t'as parfaitement raison. C'est exactement ce sur quoi on est en train de travailler, justement pour une prochaine version. D'accord. Bon, écoute, donc là on n'en dit pas plus, c'est un peu la R&D de ce que vous avez. Et pour financer tout ça, je crois que j'avais lu dans un article, vous êtes en train de faire une levée, ou en tout cas une levée programmée en Ouais, cette année. exactement. On ouvre un funding là juste en ce moment sur les quelques semaines qui viennent. Donc on en saura plus dans les quelques semaines qui viennent. Exactement. Et puis on verra un petit peu ce qui est au programme, ce qui permettra de financer un petit peu toute cette levée. En tout cas, j'espère qu'elle sera atteinte pour éloquence. Rapidement sur le marché de la voix, text to speech, parce que enfin on en parle un petit peu, mais est-ce que toi sur on a vu ces 2 dernières années un peu l'explosion des assistants vocaux. Alors explosion en tout cas dans les mentions, dans les articles, dans tout le marché des médias notamment bruissent d'assistants vocaux. En tout cas surtout il y a 2 ans, peut-être 1 an etc. J'ai l'impression qu'il y avait eu beaucoup de ventes. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que les gens les utilisent? Est-ce que tu regardes ça en disant je pourrais avoir un service rattaché à un assistant vocal? Oui, complètement. Un skill, comme on dit. Ouais, Dirais, le skill c'est chez Amazon, je crois. Ou, enfin, ils ont tous un peu leur nom, hein, c'est ça. chez Mais Alexa ou chez ouais.
ou chez d'autres. Oui, oui, on regarde ça de près. Ça paraît assez intuitif. En fait, nous, on est très sensible à. C'est aussi pour ça qu'on a mis en place Call of Confounder, c'est que on est sur le médium de la voix. On aime les conversations qui soient des conversations vocales. Donc, on n'a pas nécessairement envie qu'on nous envoie un email, on préfère qu'on nous appelle et qu'on discute. Et ça, on l'applique à tout dans la boîte. C'est-à-dire qu'il nous paraît naturel, effectivement, que demain, je contrôle l'éloquence, non pas avec mes doigts sur mon téléphone, mais par la voix, oui, tout à fait. Et donc, avec ton équipe, vous laissez que des messages vocaux? Vous envoyez pas de texto? Ouais, on utilise même WhatsApp avec un message vocal. C'est que c'est les. Il y a deux tendances. Il y a des gens qui, ça, là, c'est très perso, mais c'est vrai que moi, je suis moins fan de ça. J'ai l'impression qu'un texto, c'est plus rapide, mais tu peux peut-être plus. C'est intéressant. Moi, les textos, je les dis, quoi. tu vois. Donc, d'une certaine manière, c'est encore de l'audio, mais qui est transformé en écrit. Ouais, ça, c'est pas bête non plus. Effectivement, c'est pas mal de gagner du temps. Tu vois maintenant que l'audio, les podcasts, c'est assez mainstream. Tu l'as dit, ça existe depuis longtemps, mais tu as parlé de quelques mouvements de Gimlet ou de Joe Rogan qui est aussi passé dans l'écurie Spotify, les rachats de Wondery. Enfin bref, je vais pas refaire toute l'histoire, l'actualité des podcasts, mais on a bien vu que c'était un énorme sujet pour tout le monde. Et surtout, j'ai vu qu'il y avait pas mal de podcasts ou de plateformes qui allaient vers du e-learning, justement. Parce que toi, tu avais l'air de dire, ce qui a l'air quelque part d'être un peu le créneau, alors peut-être pas le e-learning, mais comme tu dis, le lifelong learner. Est-ce que c'est obligatoire pour recycler ces contenus, ou est-ce que c'est juste un appel d'air pour un marché qui cherche sa voie? Je pense que c'est pas un marché facile, le marché du podcast. Alors ça dépend de où on se trouve pour parler du marché, mais si on parle de la France, le podcast, ça a toujours été, au début en tout cas, une rediff de radio. Et on le catch-up, le replay. C'est ça. Et on voit les pivots qui ont été faits récemment sur les acteurs qui font du podcast en France sous forme d'app mobile, qui ont commencé avec des flux RSS de podcast et qui ont pivoté effectivement vers des contenus plus sur mesure et plus qui produisent eux-mêmes. Donc ça devient des plateformes. C'était des outils de mise en connexion avec une masse de podcasts existants, et d'un seul coup ça devient des plateformes. Donc c'est une évolution probablement assez naturelle. On voit des acteurs internationaux aujourd'hui, mais qui ont commencé en Allemagne, comme Blinkist, qui est exactement dont j'avais parlé, effectivement. Ouais. Mais vas-y, présente-le, ou en tout cas, vas-y, je t'écoute. C'est une app mobile qui propose des résumés de bouquins. Alors c'est là aussi pas de la littérature, hein, c'est pas le sujet, mais des livres de management, des livres d'économie, des livres de sociaux, des livres de psychologie. Donc tout ce qui est non-fiction, comme on dit, donc des contenus qui peuvent être relativement froids. Et ils ont lancé très récemment quelque chose qui s'appelle le Shortcast, qui est un podcast court. Et donc, leurs résumés sont maintenant écoutables dans un format extrêmement court, et qui permet d'emporter avec soi la voix de synthèse ou voix humaine? Voix humaine. Voix humaine. Mais donc clairement, Blinkist est un de tes concurrents, futurs concurrents? Ça dépend de quoi on parle. Nous, on n'a pas forcément exactement la même cible. Mais toi, tu produis pas le contenu. Enfin. Voilà, exactement. C'est très différent. Nous, on est convaincus que les gens savent très bien ce qu'ils ont besoin de lire. On vit dans un monde d'infobésité. On n'a pas du tout envie de rajouter de l'info et de les attirer avec encore plus de contenu. On pense au contraire qu'on veut leur faciliter la vie. Et leur faciliter la vie, ça passe pas du tout par leur rajouter, prendre encore de l'attention sur des contenus dont ils n'auront pas forcément besoin. Donc la conviction qu'on a, c'est que ils savent ce qu'ils veulent lire. On leur permet de l'écouter, de travailler sur ce document, d'en avoir la substantifique moelle, d'écouter des résumés éventuellement, ça va venir. Donc voilà ce qu'on propose nous. C'est différent de Blinkist, qui là te propose des contenus que tu viens chercher et pour lesquels tu peux être curieux. C'est pas du tout le même cas d'usage. Ouais, un peu comme Magellan qui a fait donc ce pivot il y a quelques mois maintenant pour proposer du contenu qu'ils produisent ou qu'ils
qu'ils achètent, mais enfin, dont ils ont la propriété quelque part derrière, et qui proposent une offre un peu de formation, un peu à la Blinkist justement, ou cette plateforme sortie par Welcome to the Jungle, Welcome Originals. Donc toi, t'es un petit peu sur cette tendance de fond, de besoin des gens peut-être de se sortir un peu, de se former, enfin non, toi t'es pas sur la formation, hein. C'est pas vraiment la formation, puisque ça peut être d'autres usages. Toi, c'est vraiment simplifier l'usage et permettre de lire des documents qu'on n'a pas le temps de manière différente. Comment, quand je bosse dans une boîte et que je suis avec mon équipe, on partage des documents, je dois absolument lire ce compte-rendu avant de rentrer en réunion et j'ai évidemment pas le temps de le faire, je vais le passer sur Eloquence et je vais l'écouter. Ce qu'on est en train de développer et qui va venir là dans les semaines qui viennent, c'est ce qu'on appelle les playlists collaboratives. Grosso modo, si tu décides de créer, toi, François, une playlist pour Cosa Vostra, dans laquelle tu vas mettre de la veille sur les médias, et que tu onboardes tout Cosa Vostra, toute la team, et je crois que vous êtes plusieurs milliers dans le monde entier. Bien sûr. Mais si tu onboardes des dizaines ou des centaines de personnes de l'agence et que tu partages toi un contenu sur une playlist, tout le monde sera informé que tu as ajouté ce contenu et tout le monde pourra l'écouter tout de suite. Donc c'est aussi un outil de partage de ta veille, de ta business intelligence. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'adresse à des gens dans un cas d'usage qui est plutôt pour un besoin professionnel. Ok. Et donc ça, par contre, cette playlist-là, je pourrais pas la sortir en dehors. Je peux pas demain me dire, tiens, je fais un épisode sur 2 de Mediarama avec une lecture d'articles que j'aurais trouvé de curation. Et que C'est pas prévu pour le moment. C'est pas prévu pour le moment, problème de droit, mais pourquoi pas dans le futur. Et voilà, sur l'avenir un petit peu, comment tu vois j'ai vu quand même qu'il y avait pas mal de médias qui développent eux-mêmes des plugins d'écoute d'articles. Je sais qu'il y a l'Express qui en avait sorti un. Est-ce que dans 1 an ou 2, est-ce que c'est une pratique qui va se développer au-delà du côté accessibilité des personnes malvoyantes, etc. Mais on sent quand même que c'est un truc de fond. Est-ce que demain, tous les médias proposeront ça et ce sera un usage naturel que d'écouter des articles écrits? Ah oui, ça j'en suis sûr. Comme je te le disais au début, nous on est convaincus que l'audio va continuer à prendre une part grandissante et probablement prépondérante sur l'écrit, parce qu'il y a trop d'écrits et pas assez de temps. Donc oui, ça va venir. Après, tout dépend comment les médias vont le faire. De ce que je sais et des discussions qu'on peut avoir avec eux, ce sera dans un premier temps réservé aux abonnés, par exemple. Donc c'est toujours une offre supplémentaire qui est offerte aux abonnés pour permettre d'engager davantage évidemment une communauté vers le modèle économique du média. Exactement, que ce soit de se loguer, que ce soit de s'abonner, etc. Mais c'est un peu un perk à venir. Super. Et petite question, là, alors la bonus, pour terminer un peu cet épisode, j'essaie d'imaginer par qui tu pourrais te faire racheter. Alors c'est évidemment très tôt, mais c'est toujours intéressant. Je sais que tout entrepreneur, forcément, à un moment donné, c'est quand il lance sa startup, qui pourrait la racheter. Est-ce que tu as une idée? Juste comme ça, teaser. Oui, bien sûr qu'on a une idée, et c'est pour ça qu'on fait tout ça aussi. Alors après, on peut avoir un débat. Est-ce que l'objet est de se faire racheter ou est-ce que l'objet... Non, évidemment, et tu fais bien de le préciser, mais c'est plus pour le plaisir de l'exercice de style. Mais pour l'exercice, pas une finalité en soi de se faire racheter. On pense à des grands acteurs des réseaux dans le monde professionnel. Voilà, par exemple, du online pour des professionnels. Ouais, avec une icône bleue, par exemple. Pas moi qui l'ai dit. Mais en plus, c'est tellement virtuel, si tu veux, pour le moment. Il y a beaucoup de boulot avant de penser à ça. Non, bien sûr, il y a une levée de fonds, il y a plein de fonctionnalités, puis il y a surtout, aller chercher beaucoup d'utilisateurs. Je sais pas combien vous avez d'utilisateurs actifs aujourd'hui. C'est quelque chose sur lequel tu communiques? On est un peu plus de, en tout cas, je peux te dire qu'on a un peu plus de 50 000 utilisateurs, oui. D'accord. Bon, donc c'est quand même pas rien. Il peut y avoir du feedback et de quoi améliorer l'outil. Alexis, merci beaucoup. Je sais pas voilà. Puis, toute dernière question, c'est une tendance 2021 dans les médias. Alors si tu me dis l'audio, bon, je vais dire que tu l'as déjà dit, mais ça peut être quelque chose autour de l'audio dont on n'a pas encore perçu l'importance. Est-ce que tu as une tendance comme ça qui te vient? Voilà, je suis obsessionnel avec l'audio, donc évidemment, ça aurait été ma réponse. Après, je pense du côté des médias qu'il y a beaucoup de réflexions en ce moment sur les modèles économiques et tu le vois beaucoup sur les newsletters. Je crois beaucoup à cette économie de newsletter
qui est une économie de médias, qui donne la possibilité à énormément de gens de créer du revenu en écrivant avec leur plume. Substack, t'en as certainement déjà parlé sur Mediarama à plusieurs reprises, est en train de mettre de l'audio là-dedans. Donc tout se croise dans tout ça. Et je pense que ce qui se passe dans l'écosystème média et ce qui va se passer dans les 5 prochaines années est hyper stimulant. Il y a plein de choses qui sont en train de naître. Je pense qu'on est face à un vrai changement. J'en suis convaincu. Et ouais, c'est l'audio dans Substack, donc un peu de convergence. J'ai aussi Courriel, tu sais, un studio autour des newsletters, en fait, un peu une sorte de Substack pour les newsletters. Mais c'est vrai que tu rajoutes un peu d'audio dans tout ça, ça fait en fait le contenu qui va circuler un peu partout. On revient presque à l'idée de Chai à l'époque. Super. En tout cas, ravi de t'avoir eu. Je trouve ça hyper intéressant, hyper ambitieux. J'espère qu'Eloquence pourra trouver, je trouvais sa voix dans tout ça, sans mauvais jeu de mots. Et puis on va suivre cette levée. Et puis s'il y a des nouveautés, des choses à venir, on n'hésitera pas à refaire un petit update sur tout ça. Merci Alexis pour ton temps. Merci François. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.